Je veux seulement voir le cinématographe. C'est à ce que l'on dit l'une des merveilles du monde civilisé. Le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde. Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à 24 images secondes, le podcast animé par des passionnés de cinéma pour un cinéma de passionnés. Aujourd'hui, c'est l'épisode 26, 24 images et le sang versé. Alors on a un programme de malade, avant de présenter bien sûr nos deux invités exceptionnels. Eh oui, c'est rarissime, mais on a deux invités exceptionnels. La tradition veut que j'accueille bien sûr les chroniqueurs de ce mois de novembre. On commence avec à ma gauche Louise, de retour. Comment vas-tu ? Et oui, de retour du Portugal même, donc je vais très bien, j'espère que vous aussi. Eh ben, la chance. Nous avons aussi bien entendu avec nous Christina. Bonsoir à tous, ravi d'être là. Et bien sûr, le docteur Raymond et Julien qui nous ont manqué lors du précédent épisode. Bonjour messieurs, comment allez-vous ? Eh bien bonjour, je suis ravi de vous retrouver ce soir. Salut les petits cinéphages, vous m'avez manqué, en plus je suis ravi, on est hyper nombreux ce soir et ça va être génial. Et moi c'est Jérém, je vais animer cet épisode avec panache. Et donc, j'arrive bien sûr à notre partenariat magnifique, nous l'avons évoqué dans les derniers épisodes, avec le dernier mot de trop. Nous accueillons aujourd'hui avec nous, en direct, donc Diane, qui est membre de l'asso, tout comme Louise et moi, et Raphaël, qui lui est le leader, l'initiateur de cet élan artistique. Merci et bonjour aussi. Bienvenue. On commence avec Diane. Diane. Merci, Ouais, bonjour à vous tous. sur augmenter le niveau. Parce que là, il faut faire quelque chose. Alors Diane, qui es-tu ? Présente-toi à nos auditrices et nos auditeurs. Oui, bonjour à tous et à toutes. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation, je suis très très honorée. Alors moi, je suis Diane Bernold, étudiante en philosophie et en sociologie, et membre de l'association Le Dernier Mot de Trop depuis septembre. Donc moi, je suis toute nouvelle, j'ai pas fait grand-chose, mis à part l'organisation de la projection le 2 décembre de cette année du film documentaire dont je vais vous parler aujourd'hui, qui s'intitule Toute la beauté et le sang versé, réalisé par Laura Poitras, et paru en 2022. Voilà. Merci Diane, on te retrouve tout à l'heure pour la séquence justement. Bienvenue encore. Pour la séquence Ciné-Club avec donc le Lion d'Or à Venise que tu viens de citer. Raphaël, toi tu restes avec nous pour débattre des autres films, mais d'abord, raconte-nous, Raphaël, donc qui es-tu et qu'est-ce que c'est d'ailleurs le dernier mot de trop ? De quoi s'agit-il ? Eh ben enchanté à tous, merci déjà très très heureux par rapport à toute l'équipe du Dernier Mot Trop qui est ravie d'avoir ce partenariat avec vous. Qu'est-ce que c'est le Dernier Mot Trop ? Moi je suis Raphaël Chada, le président de cette association qui a été lancée il y a 1 an. Notre projet initial c'est de découvrir toutes les formes de langage à travers le 7e art, le cinéma. Et comment on fait ça ? On trouve un thème, donc cette année c'est le thème des vérités avec un S, et on l'utilise dans 2 ciné-clubs, un au cinéma Les Trois Luxembourg où on utilise ce thème des vérités durant toute cette année et où Diane utilisera ce thème pour son film, et un autre ciné-club à l'Espace Saint-Michel où on détourne ce thème pour que ça devienne mensonge, et on a aussi des séances chaque mois. On a aussi une revue annuelle en papier où Jérém et Louise ont eu la chance d'écrire dedans, et on a fait une soirée de lancement le mois dernier aux Trois Luxembourg. Et la dernière chose dont on est très fiers, c'est qu'on a un site internet où on publie des critiques, des interviews. Louise a eu la chance d'écrire aussi avec Charlotte de Villers pour On vous croit, et aussi des articles où on vous laisse découvrir nos films préférés qu'on a sortis très récemment. Voilà ce que c'est, et j'espère avoir été assez clair. Oh, tu as été très clair, et en tout cas bravo pour ton énergie que tu insuffles à tous les membres dont je fais partie. Merci président, et on enchaîne tout de suite. On démarre avec notre premier film actu qui s'appelle Nouvelle Vague, qui est le 23e long métrage de Richard Linklater. Celui qui est au milieu, c'est Truffaut. À sa gauche, bien sûr, le Chabrol. Et celui avec les lunettes noires, c'est Jean-Luc Godard.
Le pitch, 1959, lors du festival de Cannes, le film Les 400 coups de François Truffaut est accueilli avec succès et ouvre la voie de jeunes cinéastes débutants. Et soutenu par Truffaut et Chabrol, Jean-Luc Godard tente de convaincre le producteur Georges de Beauregard de financer son premier long-métrage, À bout de souffle. Mais qu'en ont pensé nos chroniqueurs de ce film, je le rappelle, qui était en compétition officielle au Festival de Cannes, qui est reparti bredouille. On commence avec Christina. Qu'est-ce que t'en as pensé ? Je suis ravie de lancer les hostilités ce soir sur Nouvelle Vague. Pour plein de raisons. D'abord... Attention, Christina, on a un pote. Hein. On a un pote dedans qui tourne. Moi, j'ai un pote qui tourne dans le film. Hein. Attention. Il est parfait. Et alors ? Il est parfait. Te prévenir. Mais alors, déjà, en tant qu'adoratrice de Jean-Luc Godard, forcément, moi, j'attendais ce film qui parle d'un moment unique et qui parle de la Nouvelle Vague et qui porte cet amour-là. J'adore les films de Linklater aussi, donc forcément, j'en attendais beaucoup et je suis sortie de la séance avec un sentiment très partagé. D'un côté, la spectatrice que je suis, donc qui aime globalement plutôt beaucoup les films de Linklater, a pris un énorme plaisir. J'ai trouvé le film curieux, tendre, très vivant. C'est une belle lettre d'amour au cinéma. À cette époque, cette effervescence où tout semble possible qu'on perçoit dans le film. On sent que Linklater, il aime profondément ces gens, les gestes, la liberté, tout ce qu'il filme. Et cette joie, elle est complètement communicative. Il revisite comme ça la jeunesse de À bout de souffle et retrouve cette énergie de création spontanée, presque artisanale. Les acteurs sont absolument parfaits, donc là-dessus je vais m'embrouiller avec personne. Oui, ils sont parfaits parce que c'est pas non plus des sosies, mais ils ont ce petit quelque chose qui fait qu'on y croit et ils font vivre les personnages. Et revoir les scènes cultes, la fabrication, ces moments mythiques qui, moi en tout cas, ont imprégné ma rétine de cinéphile, m'a procuré un plaisir immense. Et ça, franchement, c'est réjouissant. Donc, je suis sortie du cinéma plutôt très contente. Mais, il y a un mais, avec 3 petits points. L'autre partie de moi, celle qui voue un culte à JLG, mon compatriote suisse préféré, a eu un peu plus de mal. Parce que si le film rend hommage et qu'il le fait d'une manière complètement honnête, c'est que paradoxalement, je trouve que ça trahit l'esprit de la Nouvelle Vague. Godard, c'était la rupture, la provocation, le désordre fertile. Et ici, tout est rangé, trop poli, confortable, lisse. Et là où Godard cassait les cadres, Linklater, lui, il les recompose avec tendresse. Donc c'est beau, oui, mais c'est sage, c'est très très sage. Et surtout, je pense que mon cher Godard, il aurait détesté, vraiment. Il devrait détester être raconté avec autant d'ordre et de nostalgie. Donc, j'ai passé un très bon moment, vraiment. Et à mes yeux, la Nouvelle Vague ne vit pas totalement la rébellion qu'il célèbre. C'est un hommage brillant, généreux, sincère, mais qui reste à côté comme un musée et ça manque la déflagration. Et donc, en fin de compte, si le film ne réinvente pas Godard, il nous rappelle au moins pourquoi. On continue de le chercher. Je pense qu'il devient un personnage en lui-même. C'est un réalisateur, mais il est devenu un personnage. Et la fascination qu'il continue d'émettre. Mais ça rappelle aussi que on a perdu ces faiseurs de cinéma et que peut-être on n'en aura plus jamais des comme lui. Oh. Bon, Raphaël, à toi, Raphaël, de nous donner ta vision sur ce film. Ouais, vas-y, racle ta gorge. Non, je suis aussi un grand fan de Godard, pas forcément de ce film, même si c'était le premier que j'ai vu. Moi, où je trouve le film gênant, parce que j'ai pas passé forcément un excellent moment, même si j'attendais vraiment le film, c'est sur cette idée de... On commence le film, on nous montre le nom de chaque personnage qui sont censés reprendre les vrais réalisateurs. Donc on a Truffaut qui est écrit en petit, on a Godard qui est écrit en petit, Chabrol, etc. et j'en passe. Chabrol, etc. Mais je trouve que du coup le film est amené à être presque un condensé d'anecdotes qu'on balance à tout va, alors que Godard pour moi c'est davantage l'image, c'est vraiment un langage par l'image, par ce qu'on fait, les hors-champs, les couleurs, etc. Et donc je trouve cette idée dommage de vouloir tout le temps passer par les mots, tout nous expliquer. Et ce qui est aussi un peu décevant,
c'est que Linklater fait un film sur une nouvelle génération, sur l'idée de création compulsive, de l'envie absolue de créer, et qu'il utilise l'argent qu'on lui donne pour produire un film, au lieu d'essayer d'engendrer une nouvelle vague, si je puis dire, il décide de refaire un film qu'on a déjà vu. Et je trouve cette idée dommage presque du cinéma, de vouloir absolument retourner dans le passé quand on peut essayer de casser les codes du futur. Voilà. Merci, c'était bref et intense. On passe la parole à Louise, ta collègue voisine. Moi, j'ai passé plutôt un bon moment. L'humour était pas désagréable. J'ai vraiment apprécié de voir des acteurs et actrices inconnus. Ça fait du bien et je trouvais qu'ils jouaient bien. Oui, ça c'est vrai. Et c'est beaucoup de fraîcheur de voir ça. Et puis, oui, tout à fait. Et j'ai trouvé que c'était quand même balèze de diriger en français pour un réalisateur américain, sachant qu'il ne parle pas français. Je suis allée vérifier. Le côté making of 65 ans plus tard, moi j'ai trouvé ça assez intéressant. Ça m'a donné envie de voir l'œuvre de Godard que je ne connaissais pas bien. Et il faut dire que je n'appréciais pas trop, j'avoue. Du coup, j'ai commencé par regarder À bout de souffle, bien sûr, vu que le film parle de ça. Et en fait, je trouve que Nouvelle Vague donne de super grilles de lecture pour comprendre et même apprécier ce film. Quand on tombe sur la vraie scène après avoir vu ce faux making-of, on se dit « Ah, ok, je comprends ce qu'il a voulu faire et comment il a fait ça. » J'ai trouvé ça assez smart. Je pense notamment à la scène de l'accident, j'en dis pas plus. Je pense que j'aurais pas capté le petit... Oui, sauf que c'est pas un making-of. Bien et sûr. je suis pas sûre que ce soit l'esprit de bien Godard. sûr, mais c'est film. une interprétation Enfin, tu vois, par un autre réalisateur. C'est un angle de... Voilà, c'est un autre réalisateur que Godard qui a décidé de faire un film sur Godard. Donc forcément, Godard n'est pas forcément d'accord, et je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il aurait pas du tout apprécié ce film. Mais moi, justement, en tant que personne extérieure qui n'était pas forcément hyper... je suis assez novice dans l'œuvre de la Nouvelle Vague, de Godard en particulier, j'ai trouvé que c'était une bonne introduction à ce mouvement qui apparemment n'est pas vraiment un. J'ai lu pas mal d'articles après là-dessus. Et est-ce que tu as apprécié ou mieux apprécié À bout de souffle ? Et oui, moi en fait c'est ce que je disais, c'est que j'ai trouvé que ça m'a permis de comprendre en fait ce film et pourquoi les dialogues me semblaient aussi insipides en fait ne le sont pas du tout. Que je trouve que c'est un super dialoguiste quand même, au-delà de... Enfin, non, pas forcément un bon dialoguiste, mais je trouve qu'il y a beaucoup de poésie dans les dialogues de Godard, parce que du coup j'ai regardé À bout de souffle, mais pas que, j'ai regardé 2 ou 3 choses Pierrot que le je Fou. sais d'elle. Non, le Pierrot le Fou, je l'avais vu il y a longtemps. Mais 2 ou 3 choses que je sais d'elle, ça m'a beaucoup plu. C'est très dans l'écriture, etc. Et ça, voilà, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et en plus... même, je reviens quand même un petit peu sur ce truc making-of. Bien sûr que c'est pas un vrai making-of, mais c'est quand même basé sur, selon la productrice Michelle Halberstadt, elle confirme qu'il s'agit de vraies anecdotes qui ont été tirées à la fois de la biographie de Godard par Antoine de Beck et aussi des notes de la script du tournage d'À bout de souffle original, Suzanne Fay. Donc voilà, je pense que c'est quand même un travail très documenté, il y a eu beaucoup de recherches. Et en fait, je trouve ça assez agréable en tant que spectatrice d'avoir une facilitation Oui. d'accès à l'œuvre d'un grand réalisateur. Et donc rien que pour ça, moi je remercie Linklater de m'avoir fait apprécier Godard. Mieux vaut tard que jamais. Tant mieux. J'embraye après Louise. Je vois ce que tu veux dire et je pense que tu as raison. De toute façon, on est dans une époque où il y a beaucoup de réalisateurs qui veulent présenter à une autre génération des films qu'on ne connaît moins bien, qu'on ne connaît pas pour certains. Et moi, j'ai trouvé que c'était malin, que c'était pétillant, que c'était goguenard. Alors, c'est loin d'être parfait, je suis d'accord avec Christina et Raph. Il y a des défauts, il y en a pas mal. Comme le fait que Jeanne Seberg pense qu'elle a rien à faire sur le tournage. On a compris l'idée une fois, puis 2, puis 3, puis 4. C'est Linklater, il aime bien insister comme ça sur des trucs. Mais par contre, pour revenir à ce que disait Raphaël, il aurait dû faire un film d'une nouvelle vague. Il l'a déjà fait. Son deuxième film, c'est Slacker. Je sais pas si tu l'as vu. Ça se passe c'est filmé dans la rue. Il est tout jeune, Linklater, et c'est un héros qui parle à plein de gens dans la rue qui cherche une voiture, je crois. Et c'est très inspiré de la nouvelle vague. Mais moi, je trouve que c'est un mec modeste. Il a pas dit je vais faire un biopic sur Godard ou je vais faire un nouvelle vague. Il a juste fait un film fun. Pour moi, j'ai pris le film comme un amusement. La preuve en est, c'est que par exemple, quand t'as Rossellini à un moment qui passe au cahier des cinémas et avant de partir, il pique une petite friandise. Tu vois, ça c'est un détail tout con, mais il le montre jusqu'au bout.
parce que c'est marrant. Et c'est un film de petits détails. C'est un film comme ça qui, moi, m'a piqué. C'est caustique. D'ailleurs, j'en ai parlé au docteur Raymond en off qui m'a dit mais dis-le au podcast. Et ben je le dis. Moi j'ai ressenti un petit peu ce que mon petit neveu de 15 ans m'avait dit pour le Spider-Man, je sais plus lequel, From Home, je sais pas quoi, où il y avait Tobey Maguire, Andrew Garfield, enfin il y avait tous les acteurs de Spider-Man dans le même film. Et à l'époque, tous les jeunes, ils hurlaient dans la salle, ils étaient là, waouh, c'est un truc de fou. Bah moi, en tant que cinéphile, quand j'ai vu Bresson, Rossellini, je sais pas, il y a qui au Cahier du cinéma à un moment, il y a Jacques, j'ai oublié, Rivette, voilà, il y a Eric Romer. En fait, il y avait tous mes héros dans ce film. Oui, bah voilà, mais moi donc j'étais comme un gamin de 15 ans, j'étais là, oh putain, en plus il y a le tournage de Pickpocket de Bresson, et le Pickpocket pique le portefeuille de Godard, et Godard, et donc Bresson dit, t'as vu, hein, c'est un vrai pickpocket, et Godard, et ça évidemment, je pense que c'est de la fantaisie pure de Richard Linklater, et Godard lui aussi lui avait piqué son portefeuille, il dit, attends, ouais, mais moi aussi je lui pique, et donc ça, j'ai trouvé ça trop drôle, quoi. Voilà, il prend de la liberté, donc faut pas le prendre comme un film sur Godard, la nouvelle vague. Moi, je pense que ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est Linklater qui, lui, il est heureux de faire ce film parce qu'il adore cette période. Tout simplement, j'ai participé donc à un tournage avec Eddie, qui est un membre de 24 images secondes. Donc j'ai vu ce que c'était un tournage sans moyens, où on était en train de faire de l'amusement, de l'expérimentation par-ci par-là. Et j'ai l'impression qu'en vrai, Linklater, il voulait juste montrer ce que lui, il a vécu au début de sa carrière à travers ce film. Et évidemment, il est très documenté, hein, il a pas fait n'importe quoi non plus. Voilà, c'est pas parfait, c'est pas grandiose, il a pas eu de prix à Cannes, et puis je comprends. Les acteurs sont frais, pétillants, alors, sauf celui qui joue Belmondo, je sais pas, j'ai eu un peu de mal par moment. Mais voilà, moi j'ai trouvé ça plutôt sympathique, et je donne la parole à Julien. Pardon, Julien, tu l'as pas vu, c'est monsieur le docteur Raymond qui va finir sur le Linklater. Oui, et comment finir? Eh ben écoutez, moi je serais plutôt dans le camp de ceux qui trouvent que c'est un film qui pose un problème fondamental. Alors oui, c'est un film avec un très joli noir et blanc. J'étais sûr, qui on vous appelle le pisse froid. Mais oui, mais là c'est justifié, comme souvent d'ailleurs. Donc là c'est un film qui nous entraîne dans un Paris des années 50, sympa et ensoleillé. On a des comédiens qui sont peu connus et qui nous sortent leurs plus belles imitations, c'est rigolo. Bon, je serais d'accord avec Louise sur le fait que c'est pas toujours très convaincant, hein. L'accent italien en carton de Rossellini, il faut se le fader quand même. Mais la démarche est amusante. D'ailleurs, pour rester sur les acteurs, celui que j'ai trouvé le meilleur, c'est le comédien de théâtre Mathieu Pinchina dans le rôle du chef-op Raoul Coutard, qui est un peu le seul à ne pas essayer de jouer à devine qui j'imite. Moteur Raoul. Voilà, il est très bien. Le vrai problème que ça me pose, c'est est-ce que ça dépasse finalement vraiment le livre d'images pour cinéphiles? C'est une hagiographie, et même une hagiographie trop gentillette. Il n'y a pas vraiment d'antagoniste. Les luttes de Godard pour imposer son cinéma sont pas très présentes. À un moment, il se prend le chou avec ça. Alors, j'ai revu, j'ai dû voir quasiment tous les Linklater, il m'en manque 3. C'est pas un cinéaste politique du tout, jamais. Donc c'est pour ça, c'est juste un petit bonbon pétillant, et c'est tout. Il faut pas chercher plus loin pour moi. Je vois ça comme ça, mais je te laisse continuer. Après, voilà, c'est avoir un film sur une révolution cinématographique comme À bout de souffle, qui est exprimé au final de manière si peu créative dans la forme, c'est quand même paradoxal, puisque À bout de souffle, c'est un film libre qui multiplie les jump cuts, les sauts d'axe, les transgressions en tout genre. Et là, rien de tout ça, par quelques effets un peu naphtalinés, du genre les faux repères de changement de bobine, alors que le film est principalement tourné en numérique. Ça, comme dirait l'autre, c'est vraiment un procédé de faquin. Voilà, donc voilà. Au final, c'est un portrait très sage d'un excentrique, et c'est tout de même paradoxal et assez dommage. Et donc cette fois... Bon, vous m'avez donné envie de le voir en tout cas. Ah bah, très bien. Et bien on va enchaîner, c'est déjà ça. On va donc du coup, c'est vrai que ça veut dire que finalement, il y a du positif. Donc on va enchaîner avec... on va voir d'ailleurs, il y aura peut-être moins de positif, on va voir. Avec Chien 51, le sixième film de Cédric Jiménez. Je vais continuer l'enquête. J'ai confiance en vous. Je connais votre histoire. C'est quoi ce bordel? On connaît votre histoire? On vous fait confiance? Mais vous êtes qui, putain? Oh!
Le pitch. Dans un futur proche, Paris a été divisé en 3 zones qui séparent les classes sociales et où l'intelligence artificielle ALMA a révolutionné le travail de la police. Eh bien, c'est le moment de... le docteur Raymond, du coup, c'est lui qui commence aussi... il a terminé sur l'autre, mais on vous écoute, du coup. Chien 51, qu'est-ce que ça vous inspire, mon cher docteur? Ah alors, vous m'avez trouvé négatif sur le précédent? Vous n'êtes pas prêt. Ok. Alors, yes, vas-y. On a Jiménez qui sort un peu de ce qu'il sait faire, du cinéma d'actualité, du polar d'actualité, pour nous proposer quelque chose de nouveau. Donc déjà, il faut saluer, et ça tout à fait sérieusement, une volonté de cinéma de genre en France. Ça, c'est quelque chose de fondamental et je pense qu'il est appelé à se développer dans les prochaines années. Maintenant, c'est pas encore pour aujourd'hui qu'on aura un bon film d'anticipation à la française. Là, moi, ce que j'ai vu, c'était un petit peu le parfait mélange entre la bessonnade avec la finesse politique d'un parpaing et l'intrigue policière du haut de flic façon téléfilm France Télévisions. Qui produit le film, d'ailleurs, ce qui n'est pas étonnant. Alors, qui on a? On a les acteurs. Donc, effectivement, les acteurs, le duo principal, justement, est très estampillé duo de flics France TV, hein, je suis désolé, avec notre ami Gilles Lelouch. Il force pas trop son talent, il joue très bien le rôle d'Olivier Marchal, il n'y a pas de problème. Et pour la 50e fois. Il réussit à avoir quelques répliques marrantes. Adèle Exarchopoulos nous rappelle que les cours de diction, ça fonctionne pas toujours. Et voilà. Bon, pour faire plus court, je vais vous citer les comédiens qui m'ont plu. Je te coupe. Romain Duris, son ministre de l'Intérieur. Impeccable. Oui. Non, non, je vais vous citer les comédiens qui m'ont plu, ça ira plus vite. Artus, bien sûr, il fait toujours plaisir de le voir. Valeria Bruni-Tedeschi, qui est très bien. Il y a Féodor Atkin qui passe faire un petit coucou. On a toujours plaisir à revoir Féodor Atkin, bien sûr. Et puis, bien sûr, dans le rôle de Luc, Hugo Dillon. Hugo fucking Dillon. Oui, non, c'est un copain, donc moi aussi, il n'y a pas de raison que je lui fasse pas un petit coucou. Voilà. Petite dédicace. Alors, pour le côté visuel, c'est un visuel qui voudrait avoir l'air, mais qui n'a pas l'air du tout. C'est-à-dire la tonalité nocturne détrempée, ça donne un petit peu un aspect Blade Runner, mais sans les moyens. La réalisation, tout en caméra épaule, à part quelques plans réussis, n'a pas énormément de charme. Mais le gros problème, à mon sens, c'est que c'est une adaptation d'un roman, mais on ne laisse pas du tout profiter de l'univers. Un univers qui a pourtant l'air alléchant, hein. Un Paris qui mélange l'ancien et le moderne, qui est plutôt pas mal rendu pour le peu qu'on en voit. Des arènes qui sont plutôt intéressantes. On passe dans un couvent, dans des égouts, dans une église désacralisée, etc. Et tout ça se succède, mais on n'a pas le temps d'y rester. On passe de l'un à l'autre et du coup, cet univers n'existe pas pour nous. Et le problème, c'est que le peu qu'on en voit, au final, ça va tellement vite que ça a très peu de cohérence. Par exemple, on est dans un univers ultra sécuritaire, mais apparemment, on peut rentrer chez le ministre de l'Intérieur un peu comme dans un moulin. Oui, c'est clair. Ça manque vraiment à la fois de cohérence. C'est vraiment trop rapide pour poser vraiment un univers. Les acteurs ne nous aident pas toujours. Et à la fin, il y a quand même, pour être honnête, la grâce qui sauve et on l'aura mérité. On a l'impression que Jiménez retrouve un peu ce qu'il sait faire, c'est-à-dire que dans le dernier quart, on va dire, dans le dernier cinquième, l'action s'améliore, on retrouve un bon rythme et ça devient vraiment un cinéma assez divertissant. Mais voilà, il faut en arriver là. Et du coup, le résultat n'est pas encore très convaincant au final. Merci docteur. Alors je rajouterais Louis Garrel, parce que moi comme toi, j'ai pas passé un très grand moment devant ce film. Louis Garrel, on lui a demandé de jouer un prophète charismatique et robotique à la Morpheus, c'est très très drôle. À chaque fois qu'il apparaît, il est là en mode oui, moi je sais, je connais. Bref, c'était assez. Je sais pas. Alors effectivement, comme toi, comme beaucoup de gens, je me suis dit ça y est. Est-ce que enfin on a notre grand film de science-fiction français qu'on n'a jamais eu pour l'instant en 2025, il est temps. Bah si. Ah, récemment. Lequel alors? Tu parles récemment. C'est quoi le grand Alphaville. Oui, Alphaville, oui. T'as le 5e élément, mais je vais pas faire des copains. Je vais pas me faire des amis. C'est américain aux 3/4. Je te parle vraiment d'un film fait en France, avec des acteurs français. Un film français, américain de très bonne question, très bonne question. 100% produit en France. Moi, je me suis dit, est-ce que c'est celui-là? Et la réponse, évidemment, elle est non, comme l'a dit le docteur Raymond. C'est une catastrophe. En fait,
moi j'ai l'impression qu'on est à un point, au niveau de la science-fiction, hein, je parle vraiment pas de film en costume, on est très fort, etc. Voilà. Mais au niveau de la science-fiction, ce film-là, tu le fais aux États-Unis, il sort en VOD, c'est un film banal que quelques fans verront vite fait. Et en France, on en a fait tout un pataquès, 50 millions d'euros de budget, Gilles Lelouch, des stars, machin. Putain, qu'est-ce que c'est nul. Ouais, parce que je me demande où sont désolé. passés les 50 millions. Ils sont pas dû passer dans le cachet des acteurs, parce que... Certainement, parce que alors, les décors, pas comme l'a dit le docteur où c'est Raymond, les voitures, on leur a mis des espèces de néons pour faire croire que c'est futuriste. Paris, tu te dis, ouais, Paris dans le futur, moi j'ai vu Paris d'aujourd'hui, j'ai pas trop... Enfin voilà, j'ai trouvé, en fait, c'est un film qui se veut politique, mais qui est anecdotique. Et moi, ce qui m'a fait rire, c'est que pendant les 3/4 du film, on est là, genre, qui a tué, machin, etc. Excusez-moi, je spoil, hein, vous pouvez couper ceux qui n'ont pas vu le film. Mais, enfin, en même temps, vous allez le deviner. Quel suspense. C'est l'IA. Ah! Et là, quand c'est le ministre de l'Intérieur qui l'annonce à Gilles, Romain Duris qui se met à pleurer, oh, mais c'est pas moi, c'est l'IA. Et là, moi, je m'étais là, je fais, quoi, c'est ça, c'est ça la révélation? Mais on s'en doute depuis 3 ans. De toute façon, c'est au bout d'un quart d'heure de film. Ouais. Mais oui, c'est pour ça que j'ai trouvé que ce film était en fait inutile. L'intrigue est inutile. Voilà. J'étais déçu parce que j'avais beaucoup apprécié donc Novembre, donc le précédent film de Cédric Jiménez. Celui d'avant, Bac Nord, était pas mal aussi. Au final, son premier film, aux yeux de tous, pour moi, c'est son meilleur. Voilà. Il y a tous ces thèmes, voilà, les caméras de surveillance, le côté percutant, déroutant, action. C'est quoi le titre j'ai son premier long déjà? Aux yeux de tous. Aux yeux ah de oui, tous. aux yeux. Voilà. Pas encore vu. Je conseille aux auditrices, aux auditeurs de le voir parce que celui-là il était vraiment très intéressant. Voilà, Chien 51 pour moi c'est vraiment une sorte de, je sais pas, de gloubi-boulga de science-fiction français raté. J'ai pas aimé, mais on va voir. Hein. Peut-être que Louise va remonter le niveau. Non, je pense pas, non. Ah bon, maintenant. Désolée, dès le début, je spoil. En fait, moi, j'en peux plus de voir Gilles Lelouch et Adèle Exarchopoulos avoir exactement les mêmes rôles. Le mec râleur mais honnête et parfois même un peu bondelle, la meuf directe, un peu street avec ses faux ongles, finalement drôle elle aussi. En bref, des personnages faussement complexes dont on distingue les boutons switch dès le départ. Au-delà des deux personnages principaux, vous l'avez dit, hein, on est sur un casting full tête d'affiche, donc avec Romain Duris en ministre de l'Intérieur, tu l'as dit Jérém, on n'y croit pas. Oh, Louis Garrel en militant dur. souterrain, pareil, on n'y croit pas. Tedeschi, psy dans un squat à Montreuil, mais lol, vraiment. Alors oui, c'est bien d'avoir l'esprit critique sur la politique, la technologie. Oui, la dystopie peut être un genre hyper efficace pour soulever certains sujets, mais on avait déjà des super films sur exactement les mêmes thèmes, comme 2001 l'Odyssée de l'espace, tu l'as dit Julien, ou je sais plus Jérém, ou même encore Hunger Games, qui parle un peu de la même chose. On n'avait pas besoin d'un remake à la française qui, à grands coups de frein dans les virages, essaye en vain, vous l'aurez compris, d'imiter des films d'action hollywoodiens. C'est plat, c'est manichéen, l'histoire d'amour est inintéressante, l'esthétique est grossière, l'écriture est grossière, les effets spéciaux, j'ai eu autant la flemme de les regarder qu'ils ont eu la flemme de les créer, le soulèvement de fin, mais est-ce que quelqu'un y a cru, ce soulèvement à la fin? Et pourquoi Chien 51? Parce que son immatricule c'est C51? Parce que le chien ne s'oppose pas alors que l'IA s'oppose? Bref, et puis il y a trop de musique, et je m'arrête là parce que j'ai pas envie de perdre plus de temps à parler de ce film. Voilà. Ok, bon. Bon bah, Raphaël, tu vois, parfois ça peut être assez clivant dans 24 images secondes. Alors, qu'est-ce que t'as pensé du film, toi? Bah moi, j'étais prêt à ça, que tout le monde le déteste, etc. Et j'étais au UGC et je me disais, mais il faut que je le déteste, il faut que je le déteste. Et bah non. je suis d'accord sur toute l'idée que le scénario en soi... Moi, j'ai pas l'habitude de films d'action. Donc j'avoue, quand la voiture a commencé à démarrer sur le bitume, j'ai commencé à frissonner. Je me suis dit, ah, c'est ça un film d'action. Et au final, je trouve qu'il y a des scènes quand même à l'image. Même si le scénario, il n'y a aucun organisme, il n'y a pas de sens. Je trouve qu'il y a des images en soi, symboliquement, qui sont magnifiques. Là, il y a la scène de poursuite est réussie au début. Ouais, et puis il y a ces scènes, par exemple, où Louis Garrel, par exemple, se met à genoux et il y a la police qui lui met toute cette lumière-là. Et il y a presque cette idée
En fait, oui, certes, mais du coup, après, ça marche bien avec la scène suivante, en tout cas, une des scènes suivantes où il y a cette idée que la religion, c'est devenu la surveillance et qu'en fait, la religion presque puritaine, elle, est hors technologie. Et donc, en fait, on ne sait plus ce qu'est vraiment la religion et même cette lumière qui était sur Louis Garrel est devenue une lumière divine alors que c'est la police, quoi. Et je trouve cette idée assez intéressante. Et même sur la scène, je ne sais pas si on peut dire le moment, mais en tout cas, il y a une scène où les deux sont allongés et il y a une vitre qui les sépare. Je trouve cette idée intéressante parce qu'on peut voir, en tout cas, l'autre de l'autre côté à travers un verre, mais on ne peut pas passer à travers. Voilà. D'accord, donc quelques idées intéressantes. Ok. Il y a des idées le scénario est mauvais en soi, on va pas se le cacher, on sait regarder un film quand même, mais il y a des scènes quand même qui m'ont touché particulièrement. Et je trouve sur cette idée religieuse de qu'est-ce qu'on suit, qu'est-ce qu'on croit, je trouve ça intéressant aussi. Ok. Julien, tu voulais rajouter quelque chose peut-être ? Oui, bien sûr, bah, je vais pas enfoncer les clous parce que tous mes chers collègues l'ont fait, mais je pourrais rebondir aussi sur ce qu'a dit Raphaël. Je trouve ça c'est très intéressant, toutes ces pistes-là, mais malheureusement, elles sont pas assez exploitées. Du coup, on a plus avec Chien 51. Non, c'est fugace. Avec Chien 51, voilà, on s'attend à un Doberman, on a plutôt un gros toutou, hein, tout mignon et finalement assez inoffensif. Par rapport à Rimenet, je pense que effectivement, il sort de sa zone de confort. Des fois, ça fonctionne, des fois non. Pour moi, j'étais très partisan de ce qu'il a fait avant, Bac Nord et Novembre surtout, où en fait, tu sens qu'il maîtrise son sujet et tu sens qu'il a un regard sur la réalité, sur un cinéma du réel qu'il connaît par cœur et qui sait faire. C'est vraiment un faiseur à ce niveau-là, un très bon faiseur, très bon artisan là-dedans. Et là, je me suis, comme vous disiez au départ, on a l'impression d'une production Netflix désincarnée, quoi, en fait, tout simplement. Mais est-ce que c'est pas intéressant qu'on voit pas le président, mais qu'on voit que le ministre de l'Intérieur ? Est-ce que ça dit pas quelque chose aussi ? Comme le méchant est insipide et ne fait pas figure, n'incarne rien. N'incarne pas ou ne fait pas figure d'autorité plus que ça, on l'oublie vite, quoi. Donc tu crois pas en Artus en commissaire, quoi ? Ah si, les 5 minutes d'Arthur en commissaire. Oh, moi non, moi non. les 5 minutes d'Arthur qui essaie de faire commissaire, je demande à revoir. Je leur demande, j'aimerais bien revoir ça, mais bon. Ok. Non, déception, une des déceptions de l'année, et je pense qu'il faut lire le livre, hein, parce que j'ai entendu du bon sur le livre. On va passer aux notes, hein, parce qu'il va falloir justement qu'on voit un petit peu le résultat de nos pensées sur ce film. On va déjà commencer d'abord par Nouvelle Vague. Note sur 10, on commence avec Christina. Un 7, partagé. Ça va. Donc Raphaël. 3. C'est une meilleure note que Megalopolis. Mais je le rappelle à chaque fois. 3. Ah ouais, d'accord. Louise. Moi, je mets 8. 8, donc moi je mets Encore 7 aussi comme Christina. Docteur Raymond. On va dire, bon allez, 6,5 parce que c'est plaisant. Ah bah ça va. Et on passe à... Et Mister Thibault, il n'est pas là, il est au Japon, hein, pour être précis. Et il m'a dit qu'il a mis 7 sur 10 pour le Mister Thibault. On passe à Chien 51, Docteur Raymond. 4. Moi je mets 3. Louise. 1. C'est vrai. Pire que moi sur Alpha, j'avais mis 1,5. J'ai détesté. Oh la vache. Ah c'est... On sait ce qui sera en haut du... Le flop 10, on sait ce qui va être en haut du top. Raph. Et c'est ça le problème. Moi je mets un 6, mais je tiens à dire quand même, il y a des scènes que vous allez peut-être aimer, qui vont vous toucher. C'est bien. Voilà. Et essaye de regagner de l'audience. Et Julien, pour finir. J'espère être payé par Studio Canal quand même après ça. Eh bien, pour la performance d'Arthur et pour la performance d'Arthur en commissaire. Arthur, c'est un autre gars. Arthur n'est pas dans le film. C'est peut-être dommage d'ailleurs. Bon. Franchement, j'aurais mis 2. Là, c'est le coup de grâce. Ça aurait été marrant. Je suis en train d'imaginer Arthur en commissaire. Bon, vas-y. Pour les scènes de poursuite. Bon, tu mets quelle note pour ce putain de... Tu vas coucher. Alors, pour les scènes de poursuite, parce que c'est tout un art au cinéma, et pour la performance d'Artus en commissaire, allez, pour moi, ce sera 4 sur 10. Ok, tout ça pour ça. Merci Julien. Nous retrouvons avec un grand plaisir notre rubrique Ciné Club avec Diane et le dernier mot de trop. Donc voilà, donc vous avez compris, chères auditrices et chers auditeurs, on enchaîne le Breakfast Club et parfois ce sera le dernier mot de trop. Et oui, ça y est, on prend de l'ampleur. Alors le jeudi 2 décembre à 20h30,
au cinéma des 3 Luxembourg, allez-y tous et toutes, sera projeté le film de Laura Poitras, Toute la beauté et le sang versé. Il faut venir nombreux et nombreuses. Pourquoi ? Parce que c'est un film choc. The wrong things are kept secret in this society. And that destroys people. Et bah pour le pitch, pour une fois, je me tourne vers Diane parce que depuis tout à l'heure, elle nous écoute, elle a vraiment, je pense, envie de parler. En gros, Diane, de quoi parle ce film et pourquoi tu as choisi de le projeter le 2 décembre ? On t'écoute religieusement. Eh bien, c'est un film qui traite d'énormément de thématiques, donc il sera difficile de résumer en quelques minutes. Mais bon, je me lance. Alors tout d'abord, ce film documentaire se concentre sur la vie et l'œuvre de Nan Goldin, photographe né en 1953 à Washington DC, qui a notamment beaucoup travaillé sur l'intime, sur le corps et sur la sexualité, en explorant diverses problématiques telles que la dépendance affective et sexuelle. Donc là, je vous renvoie notamment à son œuvre The Ballad of Sexual Dependency, et je m'excuse pour mon accent terrible, ou bien encore l'invisibilisation des communautés queer bostoniennes et new-yorkaises dans les années 1970-80. Et cette fois, je vous renvoie à son ouvrage The Other Side. Donc, dans un premier temps, ce documentaire permet d'avoir un premier aperçu de ses travaux, de son travail, de ses photographies. Mais il ne s'arrête pas là, et c'est là où il est vraiment fantastique, car il traite également de sa lutte sociale et politique en 2 temps. En tout cas, je vais essayer de vous la résumer en 2 temps. Tout d'abord, donc, il y a sa lutte actuelle contre la famille Sackler, qui a commercialisé des médicaments à base d'opioïdes aux États-Unis, auxquels elle a été elle-même addicte. Donc, pour vous expliquer, en gros, il s'agit d'antidouleurs ultra addictifs, dans lesquels on peut retrouver par exemple du fentanyl. Et donc ces médicaments ont tué près de 500 000 personnes ces dernières années. Donc on s'imagine bien l'ampleur des dégâts en fait, de la commercialisation de ces médicaments qui étaient d'ailleurs prescrits en cas de chirurgie. Enfin, Ouais. voilà, ça paraît inouï, mais c'est la réalité. Et donc cette famille Sackler a transféré, et on pourrait même dire blanchi, les bénéfices qu'elle a récoltés en investissant dans des œuvres d'art et dans des musées tels que le MoMA, le Met ou encore le Louvre, plus près de chez nous, sous couvert de philanthropie. Ainsi donc, elle lutte avec son association PAIN, donc Prescription Addiction Intervention Now, afin de condamner cette famille en passant par une opposition politique et puis on pourrait même dire artistique, puisqu'elle prend le risque de ne plus être exposée dans ces grands musées. Ensuite, dans un second temps, donc, le film traite de son engagement dans les années 90 pour une meilleure prise en charge à l'époque des personnes atteintes du sida, qui a provoqué la mort de nombreux de ses amis, tels que David Armstrong par exemple. Et puis enfin, ce film parle d'amitié, d'amour et surtout de la famille, avec notamment un grand hommage qui est rendu à sa sœur qu'elle a perdue. Ouais. Voilà, donc on voit à quel point ce film est dense et à quel point il est intéressant. J'ai essayé d'être le plus exhaustif possible sans vous spoiler. Donc je vous conseille vraiment de le regarder ou de venir à la projection si vous êtes à Paris, car selon moi, on en ressort vraiment changé. Moi, ça m'a bouleversé, hein, je te le dis. Moi, ça m'a bouleversé. Même chose, ouais, bouleversé aussi. Je comprends. Je me mets à la place du jury de Venise de l'époque qui a mis le Lion d'Or. Tu te dis, ok. Il n'y a pas débat, quoi. Enfin, pour moi, il n'y a pas débat. Donc, il n'y a pas débat. On va donner la parole à Louise, qui va nous dire un peu son ressenti sur ce film, du coup. Donc moi, j'ai découvert Toute la beauté et le sang versé récemment dans le cadre du ciné-club de la journaliste Victoire Tuaillon au MK2 Quai de Loire. ouais. Victoire Tuaillon l'avait pas du tout présenté comme tu l'as présenté. Elle présentait plutôt, dans mon souvenir, le documentaire comme uniquement le combat autour de l'Oxycontin, ce médicament dont tu parlais. Et du coup, moi j'ai été hyper surprise parce que le documentaire commence en effet par parler de l'oxy, puis donc ce médicament qui a rendu addict et tué 500 000 personnes, tu l'as dit.
Puis pendant 20 bonnes minutes, on bifurque sur l'artiste Nan Goldin, puis sur ACT UP, donc l'association de lutte contre le sida, avant de revenir à l'Oxy et à la famille qui le vend aux États-Unis, qui est par ailleurs donc la fameuse famille de mécènes dans l'art, la famille Sackler dont tu as parlé. Donc j'entends, en fait pendant tout le documentaire, je regardais et je me disais mais j'entends qu'il y ait des liens bien sûr, parce que Nan Goldin forcément, elle est le lien de tous ces sujets, qui sont tous des sujets extrêmement complexes et extrêmement intéressants et qu'il faut développer. Mais la digression sur l'artiste et sur ACT UP était tellement longue que j'ai eu le sentiment que du coup Laura Poitras, la réalisatrice, est restée assez en surface sur le sujet initial, l'Oxy, mais aussi sur les deux autres sujets, l'artiste et ACT UP. J'ai trouvé ça hyper frustrant et en fait j'aurais presque aimé, alors j'entends qu'il y a des idées des histoires de financement, etc. Mais j'aurais presque aimé qu'il y ait un triptyque de 3 documentaires, un peu à la manière de Sur l'Adamant, Averroès et Rosa Parks et La machine à écrire de Nicolas Philibert, parce qu'en fait tous les sujets méritaient un documentaire à part entière. Et ça aurait permis d'aller au fond des 3 sujets. Moi là, j'aurais aimé qu'on parle plus du capitalisme. C'est ça. J'aurais aimé qu'on parle plus du capitalisme à outrance dans les labos américains, qui veulent gagner toujours plus aux dépens des patients. J'aurais aimé qu'on entende des médecins. J'aurais aimé qu'on se questionne sur pourquoi cette crise ronge les États-Unis et pas l'Europe. Par exemple, vu qu'en Europe, on utilise aussi l'oxy. Et il y a pas, j'ai regardé, il y a pas de crise telle en fait en Europe avec le même médicament. Du coup, j'ai fait moi-même mes petites recherches. Il n'a pas été autorisé. Si. Alors c'est peut-être pas. Il n'a pas le même nom. La prescription n'est pas la même. Exactement. Tout est dans la prescription. Et ça, c'est pas assez, je trouve, indiqué dans le documentaire. J'en ai parlé avec un expert que je ne citerai pas. Et en fait, ce qui est vraiment grave aux États-Unis, c'est la prescription, comme tu le disais, Julien, et non pas le médicament lui-même. En gros, et ça, c'est dit dans le docu, via son labo pharmaceutique, la famille Sackler conseille aux médecins de prescrire l'oxy à la dose maximale et à heure fixe, même si les patients ne ressentent pas de douleur. Et c'est ça, m'a dit l'expert, qui génère l'addiction de prendre un opiacé quand on a pas mal. Il m'a néanmoins demandé de nuancer mon propos en précisant qu'une certaine forme d'oxy pouvait être prescrite à heure fixe en cas de douleur chronique. Mais c'est vraiment très... Voilà. Donc c'est vraiment le truc de la prescription. Et cet expert m'a par ailleurs dit que ça lui semblait hallucinant que les médecins américains appliquent les conseils d'utilisation du labo de la famille Sackler sans broncher, et que par conséquent, la responsabilité dans cette crise était aussi la leur, en plus de la famille Sackler. Donc voilà, il y a ça. Et enfin, j'aurais aimé que le documentaire ne tourne pas entièrement autour d'une tête d'affiche. Vous l'aurez compris, les têtes d'affiche, ça me saoule. J'entends la critique qui se cache derrière, qu'il faut être représenté par une personnalité pour... Il n'y a pas Gilles Lelouch. Il n'y a pas Gilles Lelouch, il n'y a pas non plus Louis Garrel, heureusement, et il y a encore moins Romain Duris. Ouf. Et pas Arthur non plus. Donc j'entends... je reprends Arthur parce que c'est encore plus drôle. Moi, je m'en remets pas. Excellent. Le poteau, Artus le poteau. Le pauvre, il a les oreilles qui sifflent là. Mais donc j'entends la critique qui se cache derrière le fait même que Laura Poitras mette en avant une tête d'affiche, c'est en soi une critique. Je ne sais pas si elle en est consciente, mais la critique qui est derrière, c'est qu'il faut être représenté par une personnalité pour se faire entendre. Et ça, c'est grave. Mais elle le dit pas clairement, donc je ne sais pas si c'est une critique consciente de sa part. Mais moi, j'aurais aimé voir d'autres visages, entendre d'autres histoires, des personnes plus anonymes auxquelles j'aurais pu m'identifier. Voilà, c'est l'angle choisi par la réalisatrice. Parce que c'est une artiste, elle a évidemment choisi son angle, il était hyper intéressant. Voilà. Évidemment, je dis tout ça, mais ça n'enlève en rien la qualité de son documentaire. C'est un film sur Nan Goldin, je pense que c'est complètement assumé en fait. Et c'est pas un film sur... J'ai une dernière phrase, Christina. Vas-y. Non, mais c'était pour nuancer ce que tu disais. Vas-y. Mais une phrase. Donc c'est l'angle choisi par la réalisatrice et ça n'enlève en rien que c'est un super documentaire et que ça permet de rentrer dans le sujet de manière... voilà. En gros, pour moi, ce documentaire, il est nécessaire, mais pas pour les mêmes raisons que tu as dit, Diane. Si, un peu, dans la continuité, mais c'est qu'il permet de se poser des questions et de continuer l'enquête, la recherche soi-même. Donc. C'est intéressant parce que je suis pas non plus comme toi. J'ai plein de choses qui me laissent dubitatif sur le film, mais pour une autre manière de voir les choses. C'est une double lecture, c'est une biographie, un documentaire sur Nan Goldin. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu et comme ça que je l'ai pris. Et moi aussi, je l'ai vu aussi, comme ça. Je l'ai vu moi récemment, donc c'est vrai que la crise des opiacés et le fentanyl aux États-Unis, j'ai vu d'autres documentaires avant celui-ci qui étaient des purs documentaires sur cette crise-là. Donc moi, je ne regardais pas un film sur ce sujet-là, je regardais un film sur Nan Goldin
dont je connaissais plus son travail artistique que son combat. Donc j'ai adoré son histoire, et toute son histoire explique pourquoi elle se bat contre ça. Mais c'est même pas simplement parce qu'elle en a été victime, c'est tout le combat et même la raison de son existence auprès de sa famille et de sa mère toxique et de la mort de sa sœur, qui est le point d'arrivée et le point final. Donc moi j'ai aussi un peu été dérangée quand même sur l'équilibre des deux parties, parce que j'adore Nan Golding, sa vie, et quand on plonge dans son histoire, c'est passionnant. Et on arrive dans le présent. Alors oui, il y a toujours le pont il existe, hein, parce qu'il y a cette double lecture, mais aussi visuellement, on est dans un univers artistique incroyable. En plus, on voit ces photos. Moi, j'ai vraiment kiffé. J'ai pris un plaisir énorme. Et on se retrouve dans des vidéos filmées à l'iPhone, sur des scènes, voilà, on parlait d'Act Up, ou quand elle est en train de faire son action dans les musées. Visuellement, on passe d'un truc absolument magnifique à un truc pas beau. Alors ça, c'est uniquement mon avis, et c'est uniquement de l'esthétique. Je suis d'accord avec toi. Et du coup, c'est perturbant. Moi, j'ai eu des décrochements comme ça entre ces parties-là, qui se répondent, mais sur le fond, mais sur la forme, j'ai eu un peu plus de mal. Et en fait, pour moi, le message, pour refaire la boucle avec ce que je disais sur le film de Nan Golding, il est essentiel, évidemment, il est très important. Et moi, le message que j'en ressors, c'est que c'est une belle manière d'avoir fait ce film, que de rappeler que l'art, c'est aussi une façon de continuer à se battre pour n'importe quel combat. Ouais, ça c'est sûr. Tout à fait. Merci Christina. Et alors avant de passer la parole à Julien, je pense quand on essaie de se mettre dans la peau d'une documentariste comme Laura Poitras, que quand tu rencontres un personnage comme Nan Goldin comme ça, tu es submergé par l'émotion, et je pense que peut-être le fait, comme tu disais Louise, qu'elle aurait pu faire 3 films, il y a moyen de faire 3 films avec ce film. Et du coup, elle a mis trop de choses. Je pense qu'il y a beaucoup d'émotions en fait dans le montage, dans la façon de filmer de ce film. Je pense qu'il y a énormément d'émotions et que c'est pas facile de tout condenser, mais voilà, ça, c'est peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est ce que je ressens moi. En tout cas, c'est un film qui est bourré d'émotions à chaque seconde. Oui, quoi. ça c'est sûr, mais c'est marrant qu'elle ait pas pris du recul. En fait, pendant tout le docu, je me suis dit waouh, elle a vraiment pas pris ce recul sur l'admiration qu'elle portait à l'artiste. Et en soi, c'est pas grave. Enfin, je lui reproche pas du tout parce que c'est trop beau, tu vois, cette sincérité dont tu parles. Dans Snowden, son film précédent, il y a plus de recul dans son film précédent, effectivement. Complètement différent. Bon, Julien, tu as envie d'en parler depuis tout à l'heure. Je me permets rapidement. Vas-y Diane, vas-y Diane, on t'écoute. Oui, je voulais juste ajouter que je suis d'accord avec tout ce que vous dites, mais en tout cas personnellement, moi ça a été une porte d'entrée vers Nan Goldin, vers son travail. Et c'est vrai que c'est tellement passionnant, sa vie et son œuvre est tellement passionnante qu'on pourrait en faire 10 épisodes de série, voilà. Mais je trouve que aussi la force d'avoir condensé tout ça en un film, c'est que ça donne énormément de pistes. Tu le disais aussi, ça donne énormément de questions, ça posait énormément de questions. Et voilà, si jamais, pour les auditeurs, auditrices, si jamais vous ne connaissez pas Nan Goldin, je trouve que c'est une très très belle porte d'entrée. Et puis pareil, c'est une très belle porte d'entrée pour s'intéresser à cette crise des opioïdes dont on a parlé, mais dont on ne parle plus forcément aujourd'hui. Merci Diane. Bon, du coup, ce sera à Julien de terminer sur ce film. Oui, moi, c'est pas un secret. J'ai beaucoup apprécié ce documentaire qui est quand même d'une grande puissance évocatrice. Je pense que le choix de Nat Goldin, elle est la messagère parfaite en fait pour ce combat. Elle le fait aussi pour sa sœur qui est victime sa sœur est la première victime finalement du système américain qui ne soigne que dans l'optique de soit une optique de profit majoritairement ou une optique d'exclusion. Donc tout ça prend son sens. En fait, je pense qu'elle est vraiment je la vois presque comme c'est un peu métaphorique, mais un peu comme une chevalière, vraiment une figure de proue du combat par l'art et du combat vraiment incarné en elle-même. Donc vraiment, ce film, pour moi, il est d'utilité publique, il est vraiment à recommander. C'est vrai que Laura Poitras, moi j'avais vu avant Citizen4 sur Snowden, mais là ça n'a tellement rien à voir. Là déjà dans le thème, sur son obsession à elle, c'est quand même sur comment la société américaine exploite ses citoyens
C'est vraiment le sujet majeur et je pense qu'il faut découvrir toute son œuvre. C'est ce que je vais m'empresser de faire. Ok, merci mon cher. Et juste un truc sur les opiacés. Il y avait une super série de reportages Arte sur le fentanyl en Afrique. Et c'était... Pour le coup, c'est pour ça que j'étais un petit peu critique sur le documentaire, vu qu'on me l'avait présenté côté médoc, plus que artiste. Il y a Dopsic. Et ouais, il y a plein de trucs hyper Michael Keaton. documentés sur ce sujet. Donc, à regarder en parallèle, moi je dirais. Voilà, avoir un regard ouvert sur plein de différents formats. Bah merci à tous, je pense qu'on a bien fait le tour de la question. Et nous passons évidemment à notre rubrique rétro, à notre fameuse rubrique rétro qu'on aime tant dans l'émission. Et on fête cette fois les 20 ans de 3 enterrements de Tommy Lee Jones. Vous l'avez trouvé quand ? La victime est morte d'une blessure par balle. La mort remonte à, je dirais, 7 jours. Je cherche du travail. Quel genre de travail ? Je suis vaché, rien de plus. Le pitch. Le corps de Melquiades Estrada, cow-boy mexicain, est retrouvé en plein désert où il a été rapidement enterré. Après son assassinat, Pete Perkins, propriétaire de ranch de la région et meilleur ami de Melquiades, il va mener lui-même l'enquête que les autorités locales refusent d'assumer. Julien, tu vas commencer, tu vas ouvrir le bal sur ce film de Tommy Lee Jones. Oh, c'est trop gentil. Voilà, qui était sélectionné au Festival de Cannes, qui était reparti avec 2 prix, ce qui est quand même plutôt rare. C'est rare, hein. Ouais. Le meilleur scénario et le meilleur acteur pour Tommy Lee Jones. Qu'est-ce que tu as pensé de ce film qui date de 2005, du coup, forcément ? Moi, 3 enterrements, c'est une saveur particulière parce que j'ai eu la chance de rencontrer Tommy Lee Jones juste avant. Juste avant la projection au Hall. Ouais, on a tapé un Starbucks tous les deux. Non, mais... non, c'était avant. C'était avant que Starbucks soit à Paris. Au podcast alors, Julien, non. putain. Ouais, putain. Fallait l'inviter. Podcast avant. Merde. Et en fait, il était présent au Forum des Halles et juste avant la projection au Hall. Après, c'était au Forum. C'était une avant-première. C'était giga avant-première, puis en plus il a parlé une bonne heure avant le film, et c'était un moment inoubliable, et je crois que c'est la seule fois où j'ai fait ma groupie, c'est la seule fois que j'ai demandé un autographe, quoi. Parce que j'aime beaucoup ce mec-là, et ce qu'il représente, et l'acteur que c'est. Et j'ai senti chez lui, tu sens chez lui une énorme bienveillance, et en fait, tu sens également chez lui une très grande simplicité. C'est-à-dire qu'il est absolument pas là pour épater la galerie, malgré le CV, malgré tout ce qu'il a pu faire à Hollywood, et pas que à Hollywood, même au Texas, parce qu'il fait beaucoup au Texas pour l'art là-bas. Il a ouvert des galeries d'art, il a défendu plusieurs associations. Enfin, il fait beaucoup pour son état natal, parce que ça parle beaucoup du Texas, toute l'histoire du patrimoine du Texas derrière, qui est très lourde, hein, qui est faite malheureusement de larmes et de sang, hein. Et donc c'est une très grande métaphore, ce film. Ça peut, pour moi, je le vois comme un western social, hein, si on peut dire, parce que c'est difficile, il y a plusieurs genres le film. On peut y voir un road trip, on peut y voir un peu polar aussi. Je voudrais pas trop en dire, et je voudrais aussi vous en laisser la main dessus, mais ça a été un plaisir de le revoir, et je dirais que c'est un grand film sur un thème central, la rédemption. C'est un des meilleurs films, je pense, sur le thème de la rédemption, et Dieu sait que les Américains, ils en ont fait là-dessus, sur ce thème-là, mais celui-là, je pense qu'il fait partie du haut du panier. C'est Christina qui va enchaîner maintenant. Bah, moi aussi, j'ai un gros coup de cœur sur ce film que j'ai vu en salle à sa sortie, et je suis retombée amoureuse de Tommy Lee Jones et de tout ce qu'il représente. Vraiment, il m'a bouleversée, ce film. Il parle du deuil, mais pas seulement. Pour moi, il parle surtout de ce qui ne meurt pas. Tu parlais des thèmes multiples, hein, il y en a plein, hein, mais chacun, je pense, pourra en voir d'autres. Mais qu'est-ce qui meurt pas ? C'est la fidélité, la mémoire, le lien invisible qui nous relie à ceux qui sont plus là. Et Tommy Lee Jones filme tout ça avec une humanité assez bluffante. Pour moi, c'est pas un western classique en tout cas pas. On peut voir une certaine forme de western. C'est pas un film de vengeance, c'est un voyage à l'intérieur et un acte d'amour. Parce que Pete, son personnage, il cherche pas à punir, mais il cherche à réparer, et il veut rendre à son ami la dignité que le monde lui a refusée. Et ça, c'est déjà en soi, c'est assez bouleversant, mais la manière dont il le filme l'est d'autant plus. Et ça résonne parce que Tommy Lee Jones, qui est devant et derrière la caméra, il filme sa propre terre, hein, tu l'as dit, il filme le Texas frontalier,
qu'il connaît intimement. C'est sa maison, c'est ses chevaux, son rapport au silence, la poussière. Il y a tout de lui dans le film. Sa femme est mexicaine, sa fille est mexicaine. Il parle. Le Texas et le nord du Mexique sont une seule et même terre. Et c'est ça qui nous montre et qu'on ne voit pas assez. Et ça, au fil des années, devient de plus en plus politique, mais qui est simplement une histoire humaine. Mais il parle de son monde, de ses blessures et peut-être aussi de sa manière à lui de dire adieu. Ouais. Un peu testament comme film. Donc voilà, et je voulais saluer aussi parce qu'il a eu ce prix le talent d'écriture de Guillermo Arriaga, puisque le prix du scénario lui revient, qui est l'auteur de Amour, chienne, Babel et 21 grammes. Il a écrit 3 enterrements avant 21 grammes, mais après les 2 autres. Et puis surtout, c'est un pote. Hein. Ils chassent ensemble sur les terres de Tommy Lee Jones, et c'est un jour en chassant qu'ils ont eu l'idée de ce film. Et ça se sent, c'est vraiment un film de potes. C'est un film qui a été financé par EuropaCorp. Tu parlais d'un film américain, mais c'est un film européen. Je pense, dans son financement, il est européen. Et il l'a fait parce qu'il voulait être libre. Il voulait être libre de raconter ce qu'il voulait et de la manière dont il voulait sur sa terre, sur son Amérique et son Texas. Donc voilà, il y a une sensibilité, il y a quelque chose qui transpire et qui est au-delà du cinéma, qui transpire par le cinéma. Donc voilà, c'est un film qui reste, moi, dans mon panthéon et qui montre tout ce qui reste quand les choses ne sont plus là, l'amour, la fidélité, la volonté de redonner un sens à la vie. Et c'est une œuvre de poussière et de lumière, du deuil et d'humanité. Bah écoute, moi, Voilà. moi quand je vois un film rétro, dans notre rubrique rétro, je me demande toujours qu'est-ce que j'ai pensé de ce film la fois d'avant. C'est-à-dire quand je l'ai vu, donc il y a 20 ans, pour ce film. Et à l'époque, je me souviens très bien. En plus, c'était vraiment l'époque Tommy Lee Jones, il y avait Men in Black, il y avait un petit peu après, il y avait No Country for Old Men. Il jouait ce rôle le justicier absolu. Enfin, pour moi, il avait un peu toujours le même rôle, mais c'est pas grave. Mais du coup, je me souviens qu'à l'époque, c'était un petit peu comme Une bataille après l'autre, là, qui est sortie il y a quelques semaines, dont on a parlé. Tout le monde était dithyrambique, mais d'un truc de dingue. Je n'oublierai jamais. On en a parlé avec Buster Thibault il y a quelques semaines, là. Mais pas moi. Même pas moi. Moi, j'avais bien aimé, mais je me suis dit bon, ouais. À l'époque, ouais. Mais pourquoi tout ce tintamarre? Et là, je l'ai revu. Ouais, toi, t'avais bien aimé Et son pareil, j'ai apprécié, mais j'ai apprécié. Merde, je m'attendais à un rebondissement de bouffe. Non, mais... J'ai apprécié, mais alors déjà, moi, le truc, c'est que, alors désolé, hein, Christina, chacun ses goûts, mais Guillermo Arriaga. Alors, il était à la mode à ce moment-là. Les 3 premiers. Moi, j'adore Inarritu, mais je trouve que mais moi, ce que je préfère chez Naruto, c'est la suite. C'est quand il ne bosse pas avec. Parce que les 3 premiers sont intéressants, mais je trouve les scénarios à chaque fois, mais c'est un peu exaspérant, c'est alambiqué, c'est très superficiel. On fait des différentes time-lapse. C'était à la mode à l'époque. Celui-là, justement, heureusement. Là. Et pendant les 31 minutes, il y a 2 time-lapse qui, d'ailleurs, quand je l'ai revu, je me suis dit, ça sert à rien, mec. Fais ton film. C'est vrai que c'est le scénario de la time-lapse. Oui, parce que là, il nous fait un truc genre, oui, on est là, on est dans le passé. Moi, je me suis dit, fais-le linéairement, ça marche très très bien, pas besoin de... Parce qu'en plus, il mélange 2 time-lapse et tout d'un coup, c'est linéaire jusqu'au bout. Donc tu dis, mais... Donc c'est une affaîtrie, un effet de style, Voilà, enfin, moi je suis pas un grand fan de... C'est pas faux, ouais, Alors, j'aime bien Babel, j'aime bien 21 grammes, c'est des films que j'aime bien sans plus. Voilà, je trouve que c'est un film qui, pour moi en tout cas, ne prend pas vraiment de risques. C'est beau, c'est humain, c'est mignon, c'est gentil, c'est doux. Le mec, on sait très bien que... Il te prend pas au trip en fait, le film. Non, moi, j'ai pas eu une seule larme pour ce film. Non, je pense pas. Je pense que c'est juste que... Non, c'est parce que je suis quelqu'un qui aime les bons films. Celui-là, c'est un bon film, mais sans plus. Voilà, mention spéciale, on n'a pas parlé de... Pardon, je te coupe, mais Barry Pepper... Oui, lui, alors lui, pour moi, Barry Pepper, il est assez monstrueux dans le film, autant que Tommy Lee Jones. Mais... Tommy Jones s'est dit, il joue le même rôle qu'à l'époque, il jouait le même rôle à chaque fois. Mais Barry Pepper, putain, lui, il est extraordinaire. C'est l'humanité, je la vois à travers lui, en fait, mais pas Tommy Jones, parce que comme il est... Parce que tu es mort à l'intérieur. Tout le temps. C'est ça la deuxième vision. Quand je l'ai revu. Moi, je vois. Barry Pepper, son personnage m'a marqué. Ah oui, beaucoup plus que l'autre. Et moi, voilà. Enfin, c'est une leçon de vie en fait qui est plutôt agréable, qui est drôle par moment, ridicule par moment aussi. Voilà, mais je trouve que quand il apprend en fait que son pote mexicain a été enterré sans qu'il soit prévenu. Là, j'avoue, dans cette scène-là, il regarde son ami flic et il a un regard abattu et lui dit putain, tu m'as jamais prévenu. Et là, ce petit détail, ce moment-là, Tommy Jones, il m'a emporté, j'avoue, à ce moment, parce qu'il est
ce petit détail-là, Voilà. je me suis dit, putain, il est magistral, quoi. Donc voilà, c'est un film que j'ai apprécié, mais sans plus, et je donne la parole à notre cher Raphaël pour savoir ce qu'il a pensé de ce film. J'ai l'impression que je vais briser des cœurs là, mais moi j'ai le film, j'ai vu ce film et je me suis dit, ok, c'est un acteur qui, je connaissais pas du tout sa carrière de réalisateur, et donc je me suis dit, en fait, c'est un acteur qui prend la caméra et qui sait pas quoi en faire. Et la mise en donc, scène est assez je plate. vois- Ah ouais, la mise en scène, il n'y a rien, les personnages sont incroyable. excessifs, tu peux pas t'attacher. J'ai l'impression que le montage, t'en parlais Jérém, avec ses timelapses, et puis on revient, puis on repart, Inutile. puis on revient. Je comprends rien à ça. Moi, je suis perdu. Il y a des scènes qui sont touchantes. Quand il y a Lou, si je me trompe pas, et Melquiades qui sont devant ce fond, ce faux fond paradisiaque, du Nil paradisiaque, et qui commencent à danser, ça m'a touché. Quand ils regardent, je trouve intelligent l'idée qu'ils regardent les programmes télé qui les définissent. Ça, c'était aussi une idée intéressante. Mais je trouve que 2 ans après, Tommy Lee Jones, il fait un western moderne, No Country for Old Men des frères Cohen. ça- Et je trouve ça c'est- beaucoup voilà. plus... C'est Où, un très où grand son film, rôle est beaucoup plus intéressant, Ah oui, beaucoup oui. plus travaillé, le film est beaucoup plus travaillé. plus Donc étoffé, il ouais. aurait peut-être mieux fallu juste attendre 2 ans et tourner dedans, ça aurait été pas si mal. Et je pense Dr. parce que c'est Raymond son- sort de ce c'est son corps. premier long. Je crois que c'est son premier long en tant que réal et ça se sent. Merci Raphaël. Bah du coup, on passe à Louise qui a vu ce film. Découvert ou revu? Découvert. Et, comme je souvent dans suis le mec désolée, rétro. Bah oui, parce que je vote toujours pour des films que je n'ai pas vus. C'est Et bien. donc voilà, il se trouve que quand la... Voilà. L'histoire C'est sans bien, fin. t'as raison, donc, t'as raison. tout T'as à fait. Et bonne donc j'ai démarche. toujours pas l'affect que vous avez eu quand il est sorti il y a 20 ans. Et je vais aller plus bas encore dans... je vais encore plus creuser la tombe de ce film, je suis Ah non, ça désolée. suffit. Allez, moi. Mais vraiment... Je te Oh non, couperai, non, je vais non, la non, couper au non. montage. C'est pas démocratique ça, Julien. Vas-y. Non mais quand t'es lucide, Non, non. quand t'es lucide sur Non, ce je film, ferai c'est pas ça. Non, je ferai c'est pas pas- voilà. Ouais. J'ai un peu trop Ouais, d'affect. je pense. Bah oui, j'ai un peu trop d'affect. Mais Ah, mais il n'y a, pas que la mise en scène, Julien, manque je suis désolée. de peps. Moi j'ai eu vraiment Laisse du parler mal. Lou- Laisse du parler mal. Louise. Vas-y, vas-y. Laisse parler Louise. Il veut me brimer. J'ai vraiment eu du mal à rentrer et à rester dedans. Donc déjà c'est compliqué. Ah ouais. Pendant une bonne vingtaine de minutes, j'ai pas compris qui seraient les personnages principaux. L'un des deux jeunes, Tommy Lee Jones, tout simplement parce que je ne trouvais aucun de ces personnages intéressants. Ni la meuf mannequin triste au régime, ni le mec qui lit ses magazines porno au taf. Personne. La scène où il se branle dans la pampa et part en courant, le pantalon à moitié baissé parce qu'il a entendu C'est un une bruit. caractérisation. Mais Ouais. j'imagine que c'est supposé Du produire Ariaga un- style, tu vois. Et tout le passage où il se trimballe le cadavre m'a fait penser à Swiss Army Man. Ça fait penser à quoi? Je sais pas si pardon vous avez vu Swiss Swiss Army Army Man, Man, bien sûr. Oui, Si, bien bien sûr. Swiss Army Man, qui est glauque à mort, mais qui au moins avait le mérite d'être original. Ah bah oui, c'est poétique, c'est marrant, c'est fun. Voilà, c'était fun. Et mieux, Mimosa, dont tu avais parlé au dernier épisode, Oui. Jérém, d'Oliver Lache, qui, là, c'est aussi des mecs qui se trimballent à mort, mais c'est spirituel. Là, Mais il n'y bien a sûr. rien. Ça me fait Ouais, rien c'est- ressentir. c'est Il n'y a plat, c'est pas de plat. réflexion. Il n'y a pas de spiritualité. Il n'y a qu'une fausse empathie de Tommy Lee Jones pour le mort, à laquelle, personnellement, je ne crois pas du tout. Et alors, côté musique, ça dégouline de mélos tire-larmes ou de clins d'œil à Ennio Morricone. Il y a cette scène glaçante et inexpliquée avec cette jeune fille qui joue Lemon Incest sur un vieux piano désaccordé que j'ai. Ah oui, c'est vrai. Vraiment, ouais. j'étais alors, what? Qu'est-ce que c'est que ça? Un appel à l'aide, je pense. Et en fait, ce film, j'ai l'impression que c'est une séance de psy où toi, psy, tu vois que ton patient, il va pas bien et tu vois ce qu'il veut dire. Mais lui, Tommy, il est encore loin dans le déni. Donc même si, a priori, Tommy Lee Jones, il a pas eu une enfance ou une adolescence facile, et que son héros défend des choses bien, parce qu'il défend qu'il faut pas tuer des gens, qu'il faut bien voilà, leur porter respect quand ils sont décédés, qu'il faut s'en souvenir, etc. Ça, je suis complètement d'accord. Malgré tout ça, j'ai trouvé que ce film était insupportablement moraliste à l'américaine. Et je rebondis sur l'idée de musique. Je trouve que la musique est super mal placée dans le film aussi. C'est les moments où on n'attend pas la musique où ça arrive. Et même sur cette idée de trimballer le corps et sur la sexualisation, c'est à excès, comme disait Louise. Et c'est du jus partout sur le corps où il faut en remettre. Et pareil sur la sexualisation. J'ai l'impression qu'il y a tellement rien dans le scénario qu'on essaye de chercher l'excès pour
peut-être avoir un ressenti chez le Je crois qu'il y a spectateur. deux camps ce soir là. Je crois qu'on Je a suis pas pas aussi, je suis pas aussi. Il a eu un prix du scénario, je rappelle quand même. On peut ne pas aimer Arriaga, mais je pense que c'est un peu plus défendable Oula, que attends, Un chien ça, 51 sur un scénario. Et je vous trouve très dur. Vous êtes dur. Non, sur le chien 51, je défendais pas le scénario, je défendais l'image. Et pour le coup, l'image, elle est manquante ici. L'image est manquante complètement. Sans vouloir être voilà, méchant, oui. sur 3 enterrements, il n'y a Ça, pas je de suis mise en d'accord, scène. la mise en scène, il n'y en a pas. Il y a rien, ça casse pas trois pattes à un canard. La Scénario, mise il y en en a scène, on est un. d'accord. Quand même. Je parlais d'Inaritu qui reprenait les scénarios d'Ariaga. Le mec, lui, c'est un metteur en scène. Anthony Jones n'en est pas un, il faut être honnête. C'est pas un metteur en scène. Alors, attendez, parce que du coup. Les frères Cohen aussi, c'est des il y metteurs en a en un scène. qui n'a pas parlé encore sur le film et je ne sais même pas ce qu'il pense du film. On n'en a jamais parlé C'est entre pire. nous. Attention, et donc Il du va coup, tout c'est le défoncer. dernier film Suspense. de ce podcast qui dure 1h20. Docteur Raymond, Ne nous qu'avez-vous déçois pas. pensé de 3 enterrements, Tommy Jones, la France entière vous écoute. Alors, je vais dire du bien d'une production Besson, profitez-en, parce que ça risque pas de revenir de sitôt. Alors, Non, c'est vrai. Voilà. Je me suis Il fait va dire- cette réflexion aussi. Il finit positivement, c'est beau. ouais. Alors effectivement, c'est un film d'un jeune réalisateur, un vieux jeune réalisateur, 59 ans aux fraises quand il réalise ça, mais néanmoins. D'ailleurs, en réalité, c'est son deuxième long métrage puisqu'il avait fait un téléfilm auparavant, western également. Qu'on n'a pas vu. Mais tu fais bien de le dire. Je trouve qu'il y a une certaine maturité. Alors, certes, voilà, on pourra râler un petit peu sur le fait de se donner le premier rôle de patriarche bourru, voilà, qui pousse à la limite de la caricature, faut être clair. Mais malgré tout, il y a des choses que je trouve assez réussies dedans, notamment la confrontation de l'imagerie du western à l'ancienne avec les moyens modernes, avec les forces de police, etc. Il y a des choses assez intéressantes. Le décor de la frontière mexicaine aussi, qui est finalement assez peu représenté au cinéma, c'est-à-dire que d'habitude on le traverse mais on ne s'y arrête pas, tandis que là on est en plein dedans, en plein dans ce paysage rugueux, raviné, comme les hommes qui y habitent. Et voilà, c'est assez intéressant cette idée d'environnement effectivement crasseux qui est rongé par la sexualité, par la mort, par les besoins de subsistance, etc. Et au milieu de tout ça, effectivement, de manière peut-être un petit peu naïve, effectivement, mais il y a cette idée du salut qui transcende un petit peu les caractères. Donc effectivement, on peut trouver ça un petit peu naïf et très très américain, mais j'ai quand même été sensible à... J'ai fini par trouver de la beauté dans cet univers désolé, et puis notamment grâce à la dimension élégiaque qu'il arrive à obtenir en concluant un certain nombre de ces scènes par des fondus en noir progressif qui nous laissent vraiment sur les visages des interprètes. Et voilà, c'était une touche intéressante qui allait bien avec cette idée de paysage. Donc effectivement, peut-être pas un film à garder dans les mémoires pendant des années, mais une expérience de cinéma qui a sa valeur à mon sens. Merci Docteur Raymond. Voilà, au moins tu tranches entre les deux, donc ça fait du bien. C'est rare pour un film rétro qu'on soit aussi divisé. Eh bien, nous passons aux notes. Aux notes pour les 2 derniers films. Donc Diane, on va avoir besoin de toi, parce qu'on va noter toute la beauté et le sang versé. Quelle est ta note, Diane? Bon, pour le film que tu présentes dans quelques jours. Bah oui, moi c'est biaisé parce que c'est un de mes films, c'est un des films qui m'a le plus marqué. Donne une note, t'as le droit de dire 10, Louise elle met un 10 une fois sur 2. J'hésite entre mettre 9,5 et 10 quoi. 9,5 Mais vas-y, pour... très bien, t'as le droit. Bah voilà. 9,75. Voilà, 9,75. À juger. On note, ici dans 24 images secondes, on note avec le cœur. Et donc on passe à pour toute la beauté de Los Angeles, donc il y avait Louise. Moi je vais mettre 8,5. Ouais, c'est cool. Ouais, 8,75. Ah, quand même. Ouais, mais j'ai dit que c'était un très bon c'est documentaire. super C'est juste note. que j'étais frustrée en fait. J'aurais aimé plus de documentaires. Ah bah oui, c'est pour ça, sinon t'aurais mis 10. Voilà. Donc ensuite. J'aurais mis 12. Voilà. Julien. Mon barème aussi, mais pour moi c'est une très bonne note. Je mets 8. Pour moi c'est vraiment une très très bonne note. Bah oui, bien sûr. Bah oui, c'est une bonne note. Je suis très strict, je suis très sévère. 7,5. Moi je mets 8,5 et on passe du coup à Tommy Lee Jones. Voilà, ça va être dans tous les sens. On va commencer alors Christina. 8,5. Julien. Avec le recul, après l'avoir revu, à une époque j'aurais mis une note beaucoup plus élevée. Non, mais vas-y. 7 sur 10. Non, un bon 7 sur 10. Docteur Raymond. 6,5. Toi, je pense que je suis bon parce que j'ai dans l'ordre. Moi je mets 5,5.
Ensuite, T'avais mis Louise. 6. T'avais mis 6 sur Sens Critique, Jérémy, à une époque. Je mets 1. Bah ouais, il n'y a pas de 2,5 sur Sens Critique. Il n'y a pas de 2,5 Ah ouais, pardon. sur Pardon. Sens Critique. Donc je mets 5,5. Voilà. C'est vrai. Louise. Je le redis parce que je veux vraiment que vous l'entendiez. Je mets 1. On l'avait très bien Bon, c'est entendu, super. Moi, t'inquiète pas. je vais plus t'inviter là. C'était pas la peine de le répéter. Attends. La même C'est note pas que vrai. Chien 51. Non, attends, non. 1, non, quand même, non. 1. Ah, j'ai pas aimé, je suis désolée, j'ai vraiment pas aimé. Putain, Ouais, pire c'est ouf, quoi. qu'Alpha, Quand même, pire si que tu mets Miguel. 1 bon, bref. Ouais. Oh la vache. Putain, Tommy Lee Jones. Et Raphaël, bah là, du coup, moi... Ah merde, je pensais aller dans le bon sens, mais bah Raphaël, alors. Ouais, je pense que je mets ou 0,5 ou 1, mais 1 pour la scène où il danse devant le fond. Je vais mettre 1 quand même, parce que ça m'a un peu Ah touché. oui, ouais, quand même. Donc voilà, 1 aussi. Bon bah merci à tous. C'était 24 images secondes. On a passé un grand moment. On est présent évidemment sur Spotify, sur YouTube, sur Google Podcast. Et évidemment, nous partons en vous disant hasta la vista. Baby.